mois après les attentats djihadistes qui ont secoué le Burkina Faso, la vie nocturne reprend peu à peu dans la capitale, Ouagadougou. Publication d'un nouveau rapport de l'ONU sur la République démocratique du Congo, un document accablant pour les forces de l'ordre du pays. Puis recrudescence de la fièvre hémorragique à virus Lassa au Bénin. 2 cas de décès ont été déjà enregistrés dans 2 communes du pays. Situé en face de l'hôtel Le Splendide, le bar de nuit Taxi Brousse, au lieu des noctambules de la capitale burkinabé, a été la cible de l'attentat terroriste de janvier 2016 qui avait fait 30 morts à Ouagadougou. Un peu plus d'1 an plus tard, la vie nocturne a repris au Taxi Brousse et les autorités burkinabées veulent profiter du 25e festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, pour tourner la page de cette attaque. On est ravis de voir que le Burkina continue à vivre et qu'il se passe plein de choses le soir, que les maquis sont pleins, comme on peut le voir derrière nous, et c'est un vrai bonheur d'être ici. C'est un acte de résistance. C'est pour dire, vous ne nous aurez pas. Et c'est un message aussi qu'on lance à la population de Ouagadougou pour dire, vous pouvez continuer à venir sur Kwame Nkrumah. C'est dans le souci de redynamiser cette avenue-là, après la tragédie qu'elle a connue. Même actuellement, c'est un peu mauvais. Bon, mais comme c'est arrivé 1 an, le business, ça reprend petit à petit. Les organisateurs du FESPACO ont installé un podium musical au carrefour épicentre de la tragédie devant l'hôtel Splendide partiellement rouvert et l'emblématique Taxi Brousse. La zone est très surveillée par les forces de l'ordre en armes. Les autorités ont déployé un plan spécial pour sécuriser le FESPACO sans dévoiler le nombre d'hommes sur le terrain. En République démocratique du Congo, c'est un nouveau rapport accablant pour les forces de l'ordre congolaises qui vient de paraître. Dans un document rendu public ce mercredi, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme revient sur les 2 semaines qui ont marqué la fin constitutionnelle du mandat du président Joseph Kabila autour du 19 décembre. En 16 jours, du 15 au 31 décembre, l'ONU a recensé au moins 40 civils tués par les forces de l'ordre à Kinshasa, Lubumbashi, mais aussi Boma et Matadi. Presque tous l'ont été par balle, dont 5 femmes et 2 enfants, des agents de l'État qui ne sont ni équipés ni entraînés pour les opérations de gestion de foule, souligne l'ONU dans ce rapport. Résultat, le Bureau onusien des droits de l'homme dénonce un usage disproportionné de la force avec le recours à des armes létales face à des civils et des balles tirées sur des parties supérieures du corps. L'ONU appelle vivement les autorités à adopter la loi sur la liberté de manifestation ainsi que celle sur les défenseurs des droits de l'homme. De son côté, la ministre des Droits humains, Marie-Ange Muchobeko, qui a reçu le document avant sa publication, dénonce un rapport partisan et accuse une partie de l'opposition d'être les commanditaires des violations des droits de l'homme décriées. Le comité exécutif de l'ONU dénonce sans réserve les conditions historiquement misérables et exécrables dans lesquelles les étudiants végètent sur les campus universitaires du fait de l'incapacité du CNU à prendre en charge les besoins élémentaires des étudiants, notamment l'hygiène, les transports et la restauration. Le directeur général du Centre national des œuvres universitaires doit se ressaisir pour mettre l'étudiant dans les conditions sociales satisfaisantes, sans quoi il nous trouvera sur son chemin. Au plan national, condamne avec fermeté l'installation abusive et effrénée des bases militaires étrangères, compromettant du coup notre souveraineté en tant qu'État indépendant. Condamne avec la dernière énergie les attaques terroristes perpétrées par les criminels de même acabit contre les FDS et les populations civiles nigériennes ces derniers jours. Demande au gouvernement de mettre à la disposition de nos FDS les moyens nécessaires en vue de les permettre de vaincre les ennemis du paisible peuple nigérien. Exige du gouvernement la poursuite
systématique et la condamnation par la justice de tous les délinquants économico-financiers, quel que soit par ailleurs leur rang ou leur position sociale, afin de mettre le peuple déjà phagocyté par une précarité ambiante dans ses droits les plus absolus. Le gouvernement égyptien, avec son chef en tête, très déterminé à venir à bout des djihadistes dans le nord de la péninsule du Sinaï. Le message est du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Depuis vendredi, des dizaines de familles chrétiennes ont fui le nord du Sinaï après une série d'attaques présumées djihadistes ayant coûté la vie à 7 Coptes depuis fin janvier dans la ville d'Al-Arish. Ces attaques visent à déstabiliser le tissu social, donner l'impression à l'un de ses composants qu'il n'est pas protégé comme il se doit, a lancé le chef de l'État dans une adresse à la nation invitant le peuple à lui faire davantage confiance. On m'a proposé un plan pour évacuer toute la ville d'Al-Arish, vider toute la région pour faciliter les opérations militaires. Mais on a dit non, on laisse les gens y vivre. On agit comme le chirurgien qui veut enlever le danger sans nuire au reste du corps, a-t-il conclu. Depuis que l'armée a destitué en 2013 le président islamiste Mohamed Morsi, le Sinaï est le théâtre d'attentats djihadistes quasi quotidiens visant la police et l'armée. Les Coptes, qui constituent 10% des 92 millions d'Égyptiens, avaient déjà par le passé été ciblés dans le Sinaï, région où les attaques djihadistes ont cependant augmenté depuis la diffusion de la vidéo de l'EI. En décembre, l'État islamique avait revendiqué un attentat suicide contre une église copte orthodoxe du Caire, ayant fait en son temps 29 morts. La police tunisienne a réagi de manière chaotique lors de l'attentat contre un hôtel de la cité balnéaire de Sousse en 2015. C'est ce qu'a déclaré le juge Nicolas Loren Smith dans sa conclusion à l'issue de plusieurs semaines d'audition devant la Cour royale de justice de Londres. Pour ce juge, chargé d'enquêter sur la mort de 30 ressortissants britanniques tués lors de cette attaque, la réponse des policiers aurait pu et dû être plus efficace. Il souligne aussi que les gardes de l'hôtel, au nombre de 3 seulement, n'étaient pas armés et n'avaient même pas de talkie-walkie. En revanche, le juge Nicolas Loren Smith a dédouané de toute responsabilité le tour opérateur TUI par lequel étaient passés ces touristes. Mais les proches des victimes comptent s'appuyer sur l'enquête pour lancer des poursuites contre TUI aux civils. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport tunisien, Samantha Lek, une avocate des familles des victimes, avait au début des auditions en janvier accusé les forces de sécurité tunisiennes d'avoir tardé à intervenir. Pour mémoire, le 26 juin 2015, un étudiant tunisien armé d'une Kalachnikov avait surgi par la plage de l'hôtel Impérial Maraba, abattant une dizaine de personnes avant de pénétrer dans l'hôtel 5 étoiles où il avait continué à faire feu. Au total, 38 personnes, dont 30 Britanniques et 3 Irlandais, ont été tués dans cet attentat revendiqué par le groupe État islamique. Retour au Bénin de la fièvre hémorragique à virus Lassa. Une nouvelle épidémie constatée le 12 février a déjà fait 2 morts dans 2 communes dans le nord du Bénin. Parmi les 2 victimes, une femme enceinte décédée en moins de 24 heures après un accouchement par césarienne. Dans un cas comme dans l'autre, les examens effectués à Cotonou ont confirmé qu'il s'agissait bel et bien de la fièvre hémorragique à virus Lassa. 61 personnes ayant été en contact avec les patients ont été enregistrées dans le nord du pays, 23 dans les milieux communautaires et 38 dans les formations sanitaires. Elles sont toutes mises en observation. Les autorités s'activent pour freiner au plus vite cette épidémie. Pendant ce temps, les populations sont priées d'observer les règles d'hygiène et de maintenir des distances vis-à-vis des rongeurs. C'est la 3e fois que le Bénin connaît cette épidémie. Le virus avait fait 28 décès sur 54 cas enregistrés. La fin de l'épidémie avait été déclarée le 23 mai 2016. La fièvre de Lassa a été identifiée pour la première fois en 1969 dans le nord du Nigeria. Il s'agit d'une infection virale appartenant à la même famille que les virus d'Ebola et de Marbourg.
Selon le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies, la fièvre de Lassa fait près de 5000 victimes en Afrique de l'Ouest. Le temps joue désormais contre la Somalie. Le nouveau président Mohamed Abdullahi Mohamed a décrété mardi catastrophe nationale, la grave sécheresse qui ravage son pays et qui, selon les agences humanitaires, menace de famine quelques 3 millions de personnes. Il a en outre appelé la communauté internationale à réagir de façon urgente à la dite catastrophe afin d'aider familles et individus à se remettre des effets de la sécheresse pour éviter une tragédie humanitaire. Lundi, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a averti que le pays risque cette année de sombrer dans sa 3e famine en 25 ans. La dernière famine en date en Somalie en 2011, résultat d'une grave sécheresse dans la Corne de l'Afrique aggravée par le conflit avec l'insurrection islamiste Shebab et avait tué 260 000 personnes. Le drame pourrait bien se reproduire cette année. Selon l'agence onusienne, plus de 363 000 enfants sont gravement mal nourris, parmi lesquels les 70 000 les plus sévèrement dénutris ont besoin d'urgence d'une aide vitale. La sécheresse a conduit déjà à une propagation des diarrhées aiguës, du choléra et de la rougeole, et près de 5 millions de personnes risquent de contracter des maladies transmises par l'eau. « 13 partenaires participent à cette 25e édition du FESPACO avec 13 prix spéciaux pour encourager et surtout soutenir le 7e art africain. Ces prix, dont la valeur varie entre 2 millions et 15 millions de francs CFA, seront distribués aux lauréats le 3 mars prochain. Tous les réalisateurs ne pourront pas avoir les talents, donc voilà pourquoi on a insisté sur les prix spéciaux pour encourager les autres qui seront là avec des films, longs métrages, courts métrages et documentaires. La CEDEAO, l'organisation communautaire qui fait de l'intégration sous-régionale son cheval de bataille, délie le cordon de la bourse pour récompenser la meilleure production cinématographique qui traite des questions en rapport avec la vision de l'organisation. Le prix CEDEAO de l'intégration est doté d'une enveloppe de 15 millions de francs CFA. Les valeurs d'intégration de la CEDEAO et notamment les efforts que la CEDEAO fait en matière de libre circulation des personnes et des biens. Nous avons des textes fondateurs puisque la culture a été prise en compte dès le texte fondateur de la CEDEAO de 1975. Le réalisateur, à la fin, va donner une copie de son film au FESPACO, qui sera archivé. Il va aussi mettre le nom de prix au niveau du générique de son film. Alors, les dossiers de presse en cas de distribution, et mentionner aussi le prix dans tout document qui fait la publicité de son film. Rappelons que chacun des lauréats des 13 prix spéciaux, en plus d'une enveloppe, recevra une attestation et un trophée. Alors que les deux fils aînés du président américain Donald Trump inauguraient ce mardi la tour éponyme au cœur de Vancouver, une petite centaine de personnes isolées par un cordon policier ont manifesté contre leur présence. Quelques femmes étaient coiffées d'un bonnet rose avec oreilles de chat, symbole des marches des femmes au lendemain de l'investiture du président américain. Depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, plusieurs manifestations se sont déroulées à Vancouver afin de réclamer de débaptiser la tour Trump. Même le maire de Vancouver, Gregor Robertson, a demandé formellement de retirer le nom de Trump du bâtiment. Je suppose que c'est notre tour de mener et de rappeler aux gens qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Nous sommes ici pour être connectés, pour se sentir aimés, pour se sentir acceptés, pour nous développer. Nous ne sommes pas ici pour être dans un état permanent d'anxiété, pour survivre et se faire avoir par les gens qui représentent ce nom, Trump. La tour, propriété de la société immobilière Holborn Group, présidée par Joachim Tia, abrite un hôtel doté d'un spa Ivanka Trump, du nom de la fille du milliardaire, du bar Trump Champagne et de plusieurs bureaux ou logements de luxe.